Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous recevons aujourd'hui le professeur Charles Bouao, ancien ministre de la Défense du Congo-Brazzaville et figure emblématique de l'opposition au président Sassou d'organiser le référendum du 25 octobre pour notamment se maintenir au pouvoir. Monsieur le professeur, le président Sassou maintient son référendum pour le 25 octobre. L'opposition congolaise est décidée à l'en empêcher. Que peut-il se passer désormais? Bien, comme vous pouvez le constater, à partir du moment où il a engagé le pays dans la voie de ce référendum sur le changement de la Constitution, nous considérons qu'il a perdu d'abord la légitimité en trahissant la Constitution sur la base de laquelle il a été élu et sur laquelle il a prêté par 2 fois serment. Et 2, en fixant la date du référendum, il a bien évidemment perdu pour nous la légalité. Nous nous battons pacifiquement pour justement que ce référendum, qui pour nous est illégal, ne se tienne pas. Et ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays depuis 3-4 jours prouve à suffisance que l'écrasante majorité des Congolais ne sont pas d'accord avec ce projet illégal, surtout que, par ailleurs, c'est une démarche qui se fait à la hussarde. La campagne a commencé, personne ne disposait du texte. Il n'y a jamais eu une manifestation officielle, comme cela est de tradition, au cours de laquelle le gouvernement met à la disposition des populations le projet. C'est sorti sur un site à l'extérieur du pays, et le texte, quand nous le voyons, on ne sait pas d'où il sort en réalité. Nous avons dit clairement que ce référendum étant illégal, il ne pouvait pas se tenir et que nous avions la capacité populaire d'aller à une désobéissance généralisée, à une désobéissance citoyenne, au cas où le président de la République s'entêtait dans ce cheminement qui se révèle être, au fond, une escroquerie historique et politique, puisque tout se joue pour que demain, il ait la possibilité d'avoir de nouveau des mandats. Donc, c'est la question de la confiscation du pouvoir qui est aujourd'hui au centre On de a cette vu lutte. 2 grandes manifestations, du camp opposé à ce projet de référendum et une autre du camp favorable. Aujourd'hui, le camp du président Sassou dit que si tant que le camp opposé est favorable, allons-y au référendum pour être départagé. Qu'est-ce que vous répondez à cette argumentation? Mais si ce référendum était légal, Dieu m'entend, nous aurions pu y aller pour dire non, voter non, et nous aurions gagné. Il se trouve qu'il s'agit là de quelque chose qu'il ne faut pas permettre. C'est un référendum illégal parce qu'il n'a jamais été encadré par la Constitution actuelle. Parce que la Constitution actuelle fixe les matières qui permettent d'aller au référendum, que ce soit par initiative du président de la République ou des parlementaires. Je ne vois pas quel est l'article ou la disposition de cette Constitution qui permet d'aller vers une nouvelle Constitution sans avoir fait précéder l'histoire, ne serait-ce que d'une analyse critique des institutions actuelles pour montrer les limites de telle ou telle institution et à partir de là dire, bon, face à cela, négocions maintenant un nouveau contrat. C'est une supercherie organisée simplement par ce déterminisme tragique qui est au cœur du pouvoir pour le pouvoir et rien que pour le pouvoir, il n'y a pas d'autre raison. On veut prendre la démocratie pour la rançon au fond des affaires inavouables. Et ça, on est en fait... Les Congolais ne peuvent pas accepter ça. Ils ont un parcours riche en matière de conquête de leurs droits. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va remettre en cause cette volonté populaire qui s'est manifestée contre ce que
conformément aux documents de l'Union africaine, de l'ONU, de la francophonie, nous appelons un coup d'État constitutionnel. Quand le président Hollande dit qu'il en a le droit, est-ce que vous n'êtes pas déçu par cette déclaration? Je pense que, sorti du contexte dans lequel il a répondu à cette question, le président Hollande a certainement manqué d'adapter des dispositions générales au contexte précis et concret qui est celui du Congo. Et c'est pour nous tout un drame. Lorsqu'on sait ce qu'il a dit à la francophonie, lorsqu'on sait Cotonou, lorsqu'on sait tous ses engagements, il est allé jusqu'à dire que tous ceux qui se battraient pour la défense des libertés publiques, pour la défense de la démocratie dans leur pays, pouvaient compter sur la tradition de ce pays qui est le bastion des droits humains. Aujourd'hui, nous n'avons pas compris cette sorte de réserve manifestée par le président Hollande. Si ce coup d'État venait à réussir, ce en quoi je ne crois pas, eh bien, ce coup d'État constitutionnel, l'histoire retiendra qu'il aura réussi, entre autres, avec la bénédiction du président Hollande, ce qui pour l'histoire est quand même grave. C'est dommage que le président Hollande ait pu ainsi reculer face à ses engagements devant l'histoire, alors que les Congolais, sur le terrain, ont montré de quoi ils étaient capables. Vous avez parlé de la détermination des Congolais. Justement, au chapitre de cette détermination, on a enregistré des pertes en vies humaines, on parle d'une dizaine, d'une quinzaine. Toutes les conditions d'une confrontation sont réunies. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore une place pour une sortie de cette crise, pour une sortie pacifique? Je pense que, jusque-là, d'abord il faut dire que la majorité républicaine qui est organisée autour du FROCAD et de l'IDC et qui se bat pacifiquement. Nous n'avons pas d'armes. C'est les mains nues que nous nous présentons sur la place publique pour dire non, nous sommes majoritaires, il n'y a pas consensus, n'allons pas à ce référendum qui par ailleurs est illégal. Mais pour cela, nous avons réussi à paralyser le pays. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour. Les écoles ne fonctionnent pas, l'administration ne fonctionne pas, les hôpitaux fonctionnent au ralenti parce qu'il y a une dimension humaine qu'on ne peut pas négliger. Mais le pays, sur les 3/4 du territoire national, est mort, est paralysé. Et symboliquement, nous sommes entrés dans une phase, dans une crise de gouvernance. Mieux, dans une ville comme Brazzaville, on peut dire, et dans plusieurs autres, que c'est l'état de siège. Ça, c'est une malice. Nous sommes en fait dans le pouvoir de la tragédie. Voici un pouvoir avec un homme d'État qui était réputé tel, qui est en train de créer les conditions pour qu'il y ait une fracture nord-sud dans le pays. Pendant que les marches pacifiques ont commencé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déployé partout la force publique, je vous dirai de quelle force publique il s'agit, pour empêcher les populations à converger vers les lieux publics alors que nous sommes en pleine campagne référendaire. Ce qui fait que quand nos compatriotes de Bakongo, Makelekele venaient vers le centre-ville, eh bien, la force publique s'est interposée et a commencé à tirer. C'est la force publique qui a commencé à tirer. Je parlerai de quelle force publique il s'agit. Pendant ce temps, ceux qui venaient de la partie nord ont été bloqués pour dire non, vous ne pouvez pas traverser. Il y a déjà des problèmes à Bakongo. Donc, on a traumatisé les populations en leur faisant comprendre qu'il y avait des gens qui étaient armés à Bakongo et c'est contre eux
qu'on est en train de se battre parce que, c'est les gens du Sud qui veulent prendre le pouvoir contre les gens du Nord. Alors, devant cette situation, alors que les gens manifestaient pacifiquement, dans la partie Sud, le pouvoir a fait en sorte qu'ils puissent laisser un semblant de vie. Mais toute la ville, vous prenez le point, le PK45, vous prenez Kintélé, toute la ville est inondée des escadrons de l'intimidation. Or, de l'intimidation à la mort, il n'y a qu'un pas qu'on a vite franchi. Et donc, on empêche les manifestants de la partie nord à s'exprimer pacifiquement. On les menace parce que, on veut donner l'impression qu'il y a une guerre ethnique, il y a une guerre civile ethnique. C'est d'autant plus faux que du nord au sud, de l'est à l'ouest, à Gamboma et ailleurs, je dis bien 3/4 du territoire, plus de 3/4 du territoire a été paralysé parce que la population qui correspond à la nouvelle majorité républicaine dit non à ce projet. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'entre Kinshasa et Brazzaville, entre-temps, il y avait ce qu'on a appelé l'opération Bataille à Bakolo. Où on a expulsé des milliers et des milliers de nos compatriotes de la RDC au motif que c'était des chanvreurs, des bandits, des violeurs, tous les noms qu'on peut. Voici que, juste avant que ne commence la campagne, le même gouvernement est allé lever la mesure d'interdiction des visas. C'était une initiative du gouvernement de Brazzaville, ce n'était pas une initiative de Kinshasa. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était pour permettre que, en levant ces visas, cette restriction des visas, que les mêmes bandits, les mêmes chanvreurs, les mêmes badauds traversent librement pour venir à Kintélé, où on les a cantonnés comme des travailleurs sur les différentes infrastructures qui ont été mises en place pour les Jeux Olympiques, et on leur donne de l'argent, on leur donne des cartes d'identité, ce qui leur permet de venir donner l'impression que le président est soutenu. Autrement dit, et c'est honteux de faire des choses comme ça, on a pris des compatriotes d'en face comme du bétail électoral. Et c'est ceux-là maintenant qu'on fait marcher dans les rues de Brazzaville en disant que nous sommes pour le oui au référendum, nous sommes pour le oui à une constitution que personne n'a lue. Mais nous nous connaissons entre nous, nous avons la même morphologie. Mais quand nous nous regardons, nous savons que celui-ci est de Brazzaville, celui-ci est de Kinshasa, nous parlons les mêmes langues, avec des intonations différentes, mais nous nous comprenons bien. Donc, vous voyez jusqu'où, non seulement l'idée elle-même a été minorée, mais en plus, on est en train d'utiliser des méthodes appartenant à un autre âge pour donner l'impression que c'est vraiment la majorité des Congolais qui sont en train de s'exprimer, alors que tous les grands partis et une grande partie du PCT ont quitté la majorité pour former la nouvelle majorité républicaine qui dit non, parce qu'il s'agit de la violation, je dis bien de la violation de notre loi fondamentale. Et nous parlions du président Hollande. Oui, là aussi, nous regrettons que aucun mot de compassion. Nous connaissons la passion humaniste du président Hollande, qu'il ne dise aucun mot de compassion sur les morts qu'il y a eu. Ça nous a quand même surpris et émus. Vous imaginez, un mort, c'est déjà trop. Je dis bien un mort pour des raisons d'intolérance politique, c'est déjà trop. Là, nous en avons des dizaines. On est à une trentaine de morts sur l'ensemble du territoire national. Et peut-être, ce bilan pourrait être plus. Donc, pour nous, le Rubicon a été franchi. Non seulement que le président a perdu la légitimité, non seulement qu'il a perdu la légalité, mais en plus, il utilise les armes de la République contre des populations désarmées. Ça, c'est grave. Et
Vous avez parlé Je vais parler de la force. justement de la Parce force que vous publique. êtes ancien ministre de la Défense, Voilà. vous connaissez toutes les forces du Congo. Ceux qui sont aujourd'hui en train de tirer sur les populations, ce sont en réalité des miliciens qui ont été enrôlés dans l'armée à la va-vite et qui sont sous l'autorité du directeur général de la police nationale. Ils ne répondent que devant ce directeur général de la police nationale, mais ils sont habillés aux couleurs des armées classiques, qu'il s'agisse des forces armées congolaises ou même de la police nationale. Ils les ont habillés avec des bérets rouges, des bérets verts, des bérets noirs pour donner l'impression que ce sont des unités classiques qui sont en train de mettre de l'ordre. C'est faux. Il s'agit en réalité des miliciens habillés sous l'autorité du directeur général de la police nationale et qui en font à la mesure de la trahison manifestée par le président de la République face à la Constitution et aujourd'hui face à son peuple. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Le Rubicon a été franchi. Professeur, je vais reformuler peut-être ma question. Est-ce qu'il y a une chance au compromis? Est-ce qu'il y a une chance de sortie de crise? Il y a une chance. Justement qu'il y ait des morts. Mais il y a déjà des morts. Des morts. La chance, nous travaillons pour qu'il n'y ait aucun mort. Il y en a déjà. On s'incline devant la mémoire de ces disparus, de ces morts. Nous demandons simplement au président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, de retirer son projet. À partir de là, nous pouvons nous asseoir pour, ensemble, mettre en œuvre la seule exigence sur laquelle tout le monde est d'accord, à savoir la mise en place de la commission électorale indépendante pour pouvoir reprendre tout le travail lié à la préparation, à l'organisation des scrutins et à la proclamation des résultats selon des principes sur lesquels nous sommes tous tombés d'accord. Nous sommes même accordés sur la manière de mettre en place l'organe technique de cette commission électorale indépendante. Nous nous sommes même mis d'accord sur la manière de désigner les représentants des différentes composantes de notre espace public, politique, civil, pour superviser ce processus. C'est le seul point sur lequel, depuis longtemps, on est d'accord. Et malheureusement, c'est le seul point sur lequel M. Denis Sassou Nguesso fait tout pour ne tirer aucune conséquence et organiser un scrutin dans des conditions où tout le monde sait qu'il n'y a pas de carte électorale. Il n'y a pas de fichier fiable. D'ailleurs, nous étions encore en 2012, lorsque le ministre en charge des élections, publiquement, symboliquement, a pris le fichier électoral qui avait été décrié et l'a détruit en disant, bon, à partir d'aujourd'hui, ce fichier, on considère qu'il n'existe plus. Nous allons reprendre toutes les opérations de manière consensuelle, de manière technique, pour avoir un nouveau fichier. Jusqu'au moment où je parle, je n'ai pas vu le ministre de l'Intérieur exhiber ce nouveau fichier électoral. Au contraire, il s'appuie toujours sur ces listes décriées pour continuer à organiser des scrutins qui sont contestés et contestables. Monsieur le ministre, ce sera ma dernière question. Donc, si aujourd'hui le président Sassou décidait, comme il a été, vous l'avez dit, de retirer son projet de référendum, toutes les autres questions peuvent être discutées, y compris les conditions de son départ du pouvoir, puisque d'aucuns disent qu'il est inquiet s'il part au pouvoir d'être arrêté. Tout le reste des questions est négociable. Je dis bien tout. L'opposition n'exclut rien. D'ailleurs, je vais vous surprendre peut-être, mais vous êtes un éminent journaliste, je sais que vous suivez attentivement ces questions-là. Lorsque le dialogue de Diatta, le dialogue alternatif de Diatta se réunit, après celui de Sibiti, mais ce sont les opposants qui ont proposé une démarche devant aboutir à une loi d'amnistie au bénéfice du président de la République.
À Sibiti, on n'en a pas parlé. Donc, de ce point de vue, nous avons une opposition responsable qui sait que le pari avec l'avenir est une chose trop importante pour sacrifier la réconciliation nationale, pour sacrifier la cohésion nationale. Et qui reconnaît que M. Denis Sassou Nguesso, en dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher, a fait des choses et d'autres, sur lesquelles chacun peut se donner son point de vue, mais qui peuvent avoir retenu quand même l'attention de l'histoire. Regardez, je ne prends que sur le plan de l'Union africaine. Le pacte de non-agression et de défense commune de l'Union africaine, c'est une proposition congolaise, initiée par le président Denis Sassou Nguesso et qui a abouti. La charte sur la gouvernance, la démocratie et les élections est aussi une initiative qui a été formalisée et finalisée pendant que le président Denis Sassou Nguesso est à la tête de l'Union africaine. Ça, c'est des choses, c'est des faits. Comment comprendre que pour avoir initié ce genre de choses, pour ne m'arrêter qu'à cela, qu'aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso trahisse son parcours d'homme d'État en engageant dans le pays dans ce qui peut, sous toute réserve, correspondre à la mise en œuvre d'une monarchie constitutionnelle. C'est pas normal qu'il fasse comme ça. On ne peut pas me dire que le refus de la limitation des mandats est une évolution institutionnelle significative. Non. Écoutez, on ne peut pas prendre les autres pour des moins que rien. C'est une honte que de nous retrouver dans un contexte où nous avions tout pour qu'il négocie sa sortie par la grande porte, qu'il devienne une référence pour ce continent en matière de paix, de négociation. Il a un héritage à laisser de ce point de vue-là, mais qui va disparaître sous ce déterminisme tragique dans lequel, malheureusement, il s'est engagé et qui, de mon point de vue, je pense fermement, n'aboutira pas parce que les Congolais ne suivront pas. Merci, Monsieur le ministre, pour cet entretien qui nous a permis de faire le tour de la situation actuelle au Congo. On retiendra surtout qu'il y a encore une chance pour épargner des vies humaines au Congo et éviter que le pays connaisse des situations difficiles. Merci pour votre éclairage. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous. Merci.